Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Moi, c'est Jessica et je te remercie de t'être arrêtée sur ce podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est souvent tabou, que très peu sont à l'aise pour en parler, mais pourtant, il fait tout de même partie de la vie et ce sujet, c'est la mort. Et oui, c'est un sujet qui peut faire flipper. Moi-même, avant d'avoir fait le trajet sur cela, c'était un mot que je ne pouvais pas prononcer, car juste à l'idée d'y penser, de le prononcer, ce mot mort, j'avais la gorge nouée et tout de suite, j'avais une forte émotion qui montait en moi. Donc j'étais plus que angoissée à l'idée. Et je trouve ça intéressant de pouvoir faire ce podcast maintenant que j'ai fait ce travail là-dessus et que j'en suis totalement détachée. Et pour tout vous dire, la mort pour moi n'est pas une fin en soi, mais plutôt une renaissance. Alors je vous invite à fermer les yeux un instant et imaginez que demain est votre dernier jour. Que ressentez-vous? La peur, le rejet ou une paix intérieure inattendue? Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti lorsque je vous ai posé cette question. Donc j'ai choisi ce sujet car la peur de la mort influence nos choix et nos priorités dans la vie. Pendant que certains sont submergés à l'idée de mourir, d'autres transforment cette idée de mourir en une force motrice pour vivre pleinement. Du coup, dans ce podcast, je vous propose de décrypter nos mécanismes intérieurs, d'explorer certains témoignages et d'ouvrir ce débat sur la mort à travers différents prismes culturels. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en 2014, j'ai perdu ma sœur et ce drame m'a permis de repenser l'existence même avec ce rapport à la mort. J'ai compris que la mort n'était pas une fin en soi, mais plutôt une transition, un passage vers une nouvelle forme d'existence. D'ailleurs, si mon témoignage plus élaboré t'intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui, je crois, est dans la playlist Ma Vision. En attendant, eh bien, cette révélation m'a littéralement ouvert les yeux et m'a donné envie de transmettre cette vision afin d'aider ceux ou celles qui se sentent paralysés, angoissés, rien qu'à l'idée de pouvoir mourir un jour. Et donc, pour mieux comprendre ce phénomène, intéressons-nous tout d'abord à la manière dont notre esprit gère la conscience de la mortalité. Première partie, les TMT, c'est-à-dire Terror Management Theory, pour mieux comprendre la peur de la mort. Et on va commencer par un premier point, la conscience de la mortalité et ses répercussions. La TMT, élaborée dans les années 1980 par Jeff Greenberg, Sheldon Solomon et Tom Oulala Psiksiki, repose sur l'idée suivante. La conscience de notre finitude, car nous sommes les seuls êtres vivants à être conscients de notre mortalité, ce qui engendre une angoisse existentielle, parfois appelée la terreur de la mort. Ensuite, vous avez les stratégies pour gérer cette peur, puisque pour apaiser ces angoisses, nous mettons en place de grands mécanismes comme les croyances culturelles et religieuses, car elles nous offrent une certaine forme symbolique d'immortalité, croire en une vie après la mort, en la réincarnation ou en une continuité de l'âme permet de trouver du réconfort. Et le deuxième mécanisme, c'est la recherche de l'estime de soi. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Eh bien, en réussissant, en créant, en laissant une trace à travers nos enfants, notre art, notre héritage, nous tentons de transcender notre mortalité. Donc après la conscience de notre finitude, il y a l'impact sur nos comportements. Lorsque nous sommes confrontés à des rappels de notre mortalité, comme par exemple lors d'un accident, un problème de santé ou le décès d'un proche, nous renforçons instinctivement ces défenses culturelles ou personnelles. Cette théorie explique aussi certains comportements défensifs
comme le repli sur soi ou l'agressivité envers ceux qui remettent en cause nos valeurs. Maintenant que nous avons exploré comment notre esprit tente de gérer la peur de la mort, intéressons-nous aux leçons tirées par le vécu de ceux qui approchent la fin de leur vie. Deuxième partie, les 5 grands regrets des mourants selon Bronnie Ware. Bronnie Ware est une infirmière qui a travaillé en soins palliatifs et qui a passé de nombreuses années auprès de patients en fin de vie. Elle a recueilli leurs confidences pour identifier les regrets les plus fréquents, nous offrant ainsi une véritable leçon sur la manière de vivre. Et donc les 5 regrets les plus fréquents sont premièrement ne pas avoir vécu selon ses propres désirs. Nombreux sont ceux qui réalisent trop tard qu'ils ont suivi les attentes des autres plutôt que leurs propres aspirations. C'est pour cela qu'il est important d'oser écouter votre cœur et de prendre vos propres décisions, même si cela signifie aller à contre-courant. Ensuite, comme deuxième regret, c'est celui d'avoir trop travailler. Car un grand nombre de personnes regrettent d'avoir sacrifié leur temps familial et personnel au profit d'une carrière souvent bien trop prenante. C'est pour cela qu'il est important de veiller à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter le podcast que j'ai fait sur ce sujet, car rappelez-vous que les moments que vous passez avec vos proches sont forcément irremplaçables. Ensuite, comme troisième regret, ne pas avoir suffisamment exprimé vos sentiments. Alors ça, c'est quelque chose que je rencontre énormément autour de moi, notamment dans les, désolé du terme, mais les anciennes générations, car il est vrai que beaucoup sont très pudiques de leurs sentiments, et c'est bien dommage parce que quand même exprimer ses sentiments, c'est quelque chose qui est gratuit, qui fait énormément de bien, et il est vrai que on n'est pas obligé de dire forcément je t'aime à tout le temps, à tout va, quoi. Mais parfois, même juste faire un petit câlin ou de le dire tout simplement de temps en temps, je t'aime ou tu me manques, je pense à toi. Enfin, des mots doux qui font tellement de bien, qui sont porteurs, riches et qui peuvent changer complètement la face du monde. Ça ramène quelque chose de chaleureux, une reconnaissance aussi quelque part pour ces personnes qui les reçoivent. Car c'est bien dommage d'attendre qu'il soit bien trop tard et d'ailleurs même souvent quand il y a des décès, beaucoup regrettent de ne pas avoir dit suffisamment je t'aime à cette personne qui est partie. Donc effectivement le non-dit est un regret commun. Beaucoup regrettent de ne pas avoir suffisamment dit je t'aime, merci, pardon à ceux qui comptaient pour eux. Donc l'authenticité de l'expression de nos émotions enrichit profondément nos relations et apporte une satisfaction incommensurable. Ensuite, comme quatrième regret, vous avez celui d'avoir perdu contact avec des amis. Car effectivement, dans la frénésie du quotidien, nous laissons souvent filer nos relations d'amitié qui sont pourtant essentielles à notre bien-être. Donc, n'oubliez pas d'entretenir vos liens amicaux et ôtez-vous cette idée de la tête de comptabiliser qui envoie plus de messages, qui fait souvent le premier pas. Si vous pensez à la personne et que vous avez envie, envoyez un message car cette personne sera sûrement contente d'avoir de vos nouvelles et qui sait, peut-être que vous allez enrayer justement ce fameux rail qui fait que vous avez la tête dans le guidon dans votre quotidien et que vous avez oublié le temps qui a passé avant votre dernière communication, car les amis sont un soutien précieux et une source de bonheur durable. Et ensuite, comme cinquième regret, vous avez celui de ne pas s'être souvent autorisé à être heureux. Car la peur, le conformisme ou la pression sociale nous empêchent parfois de savourer les plaisirs simples de la vie. Donc vous pouvez apprendre à vous donner la permission d'être heureux ou heureuse ici et maintenant sans vous soucier du regard des autres. Comme par exemple si vous êtes dans un lieu public, et bien si vous avez envie d'exploser de joie, d'extérioriser au maximum votre rire, et ben
on s'en fiche des regards des autres. Et au contraire, ce rire peut amener d'autres personnes à rigoler ou justement à revenir à cet instant présent et être complice de votre moment de bonheur. Donc d'après ces 5 regrets, et j'en reviens à la première question que je vous ai posée en départ d'épisode, quels regrets pourraient vous hanter et quelles actions pourriez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour vivre en accord avec vos véritables désirs? Troisième partie, maintenant on va parler des EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente et le travail du docteur Raymond Moody. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est l'EMI. Eh bien, l'EMI, l'expérience de mort imminente, se produit lorsqu'une personne frôle la mort lors d'un accident, d'un arrêt cardiaque, d'une intervention chirurgicale critique. Et ces personnes rapportent souvent des sensations et des visions extraordinaires telles que une sortie du corps, ce sentiment de flotter et d'observer la scène de manière détachée. D'autres vont voir ce fameux tunnel lumineux, cette perception de ce tunnel baigné de lumière, souvent associée à une paix indescriptible. Vous avez aussi ceux qui font des rencontres ou alors qui revoient le film de leur vie. Donc, la vision d'être cher ou le défilement des moments les plus marquants de leur vie. Passons maintenant à l'analyse du docteur Raymond Moody, pionnier dans l'étude des EMI, qui a observé que beaucoup de personnes qui vivent une EMI n'ont plus peur de la mort par la suite. Ces expériences instaurent une profonde sérénité et une certitude que la mort n'est qu'une transformation vers un autre état de conscience. La vision d'un univers interconnecté, d'une lumière réconfortante, transforme leur perception de la vie et leur permet de voir la fin comme une étape naturelle. Et pour finir sur cette deuxième partie, voyons un peu l'impact des EMI sur notre rapport à la mort. Tout d'abord, elle rassure spirituellement, car la certitude d'une continuité de la conscience diminue l'angoisse de l'inconnu. Ensuite, cela permet de redéfinir nos priorités, car après une EMI, beaucoup de personnes deviennent plus attentifs à l'instant présent et aux relations authentiques. Puis vous avez également les transformations des valeurs, car ces expériences poussent à vivre avec beaucoup plus d'intensité et à apprécier les petites choses qui font la beauté de la vie. Et ces petites choses, eh bien, ça peut être tout simplement observer notre environnement, s'arrêter un instant et regarder la beauté de la nature qui nous entoure. Bien, dans cette deuxième partie, nous avons vu comment la psychologie, les témoignages en fin de vie et les EMI peuvent transformer notre rapport à la mort. Mais notre compréhension ne serait pas complète sans examiner la manière dont différentes cultures perçoivent et intègrent la mort. Donc, quatrième partie, la mort à travers les différentes cultures, cette diversité de perception. Et commençons tout de suite avec la perspective occidentale. Eh bien, la mort est plutôt taboue et médicalisée. Dans de nombreuses sociétés occidentales, la mort est souvent traitée comme un sujet tabou. Elle est entourée de silence, médicalisée et relayée à l'arrière-plan des discussions quotidiennes. Et voyons voir le rôle des institutions religieuses dans la culture occidentale. Le christianisme, par exemple, propose une vision duale avec un paradis et un enfer, ce qui peut à la fois apporter un réconfort et engendrer la peur face au jugement. Voyons maintenant la perspective orientale et spirituelle. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, ces traditions voient la mort comme une étape naturelle du cycle de la vie qui s'appelle le samsara, et donc la réincarnation est plutôt perçue comme une opportunité d'évolution spirituelle. La méditation sur la mort, Memento Mori, est souvent utilisée pour renforcer la présence et la sagesse dans la vie quotidienne. La philosophie taoïste, quant à elle, prône
l'harmonie avec la nature et accepte la mort comme partie intégrante de l'ordre naturel de l'univers. D'autres cultures célèbrent la mort, comme au Mexique, et cela s'appelle Dia de los Muertos. Ça me fait penser au dessin animé de Coco. Et génial ce dessin animé, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'adore. Il met en joie en plus. Et d'ailleurs, il change aussi complètement la vision de la mort. Moi je vous le conseille, hein. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, hein. Vous allez passer un agréable moment. Bref, je reprends. Donc, au Mexique, la mort est célébrée lors de Dia de los Muertos. C'est une fête colorée, joyeuse, qui consiste à honorer les défunts, à se souvenir d'eux avec amour et à célébrer leur vie plutôt qu'à pleurer leur absence. Ensuite, dans les cultures africaines et amérindiennes, la mort est vue dans plusieurs cultures traditionnelles comme une transition vers un monde spirituel où les ancêtres continuent d'exister et guident les vivants. Les rites et les rituels visent à entretenir ces connexions entre les mondes. Ensuite, il y a les enseignements universels issus de différents points de vue, comme accepter cette finitude pour mieux vivre l'instant présent. Quelle que soit la culture, une chose revient souvent, reconnaître que la vie est éphémère permet de lui accorder une plus grande valeur. Et d'ailleurs, dans ces enseignements universels issus de divers points de vue, il y a aussi le fait de transmettre et célébrer l'héritage. Beaucoup de traditions insistent sur l'importance de transmettre des valeurs et les histoires de vie, transformant ainsi la mort en une continuité symbolique au sein de la communauté. Et un point qui illustre très bien cela, c'est l'art et le symbolisme. Dans de nombreuses cultures, l'art est utilisé pour représenter la mort de manière non tragique, comme dans les œuvres mexicaines ou les peintures tibétaines, transformant ainsi le deuil en une célébration de la vie et de l'héritage. Et je trouverais ça intéressant de savoir comment vous, votre propre culture, vous a influencé sur votre rapport à la mort. Avez-vous des traditions familiales ou culturelles qui vous aident à appréhender ce passage avec sérénité? Prenez un petit instant pour réfléchir et je vous invite à partager votre réflexion dans les commentaires. Donc dans cette troisième partie, nous avons vu ces diverses perspectives qui nous montrent qu'il n'existe pas une seule manière de voir la mort, car chaque vision nous offre des clés pour transformer notre rapport à la fin de vie. Et j'en arrive à la conclusion, synthèse et appel à l'action. Et pour résumer les points clés abordés, donc la TMT, la peur de la mort ne naît pas de notre conscience de finitude et est atténuée par des croyances et la recherche de l'estime de soi. Ensuite, nous avons vu les regrets de fin de vie selon Bronnie Ward et il nous invite à vivre authentiquement, à exprimer nos émotions et à valoriser nos relations. Puis les EMI avec les travaux de Raymond Moody qui démontrent que la mort peut être perçue comme une transition vers un état supérieur de conscience. Et enfin, les perspectives culturelles, du tabou occidental à la célébration des morts au Mexique. Chaque culture nous apporte des enseignements pour transformer la peur en une source de sagesse et d'inspiration. Et avant de vous quitter, nous ne savons pas combien de temps nous avons, mais nous avons du temps aujourd'hui pour vivre pleinement, aimer intensément et transmettre ce qui compte vraiment. Embrassons notre finitude pour transformer chaque instant en une célébration de la vie et je vous invite à réfléchir aux priorités qui donnent du sens à votre vie, à votre existence. Et j'invite la communauté à partager votre vision, vos traditions autour de la mort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de donner un peu plus de force à ma chaîne et que l'algorithme YouTube propose chaque jour un peu plus ce genre de sujets profonds et inspirants. Et
pour ceux qui ont des difficultés à gérer justement cette notion de la mort, qui sont actuellement en deuil et qui ont besoin d'être soutenus, sachez que je fais également des accompagnements personnalisés où vous pouvez retrouver le lien pour prendre rendez-vous en barre de description ou en commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Et je vous rappelle que j'ai également écrit un livre qui est ici, que je vais remettre sûrement ici, afin que vous voyez un peu plus la couverture. En attendant, très cher colibri, eh bien moi je t'embrasse bien fort. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, car si tu m'entends dire cela, ça veut dire que tu es encore là. Et prends bien soin de toi, ainsi que de tes proches. Je te dis à très vite. Bye bye!